Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu viens d'acquérir un tout nouvel appareil photo argentique ou que tu projettes d'en acheter un. Dans cette vidéo, je vais donc te partager les 5 étapes que je suis pour vérifier si un appareil photo fonctionne correctement. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on parlera ensemble d'un outil qui va grandement t'aider à analyser tes images et à comprendre pourquoi elles seraient éventuellement ratées. Je t'en parle à la fin. C'est l'étape la plus évidente qui soit, mais crois-moi, c'est une étape essentielle et que je te conseille vivement de faire avant d'acheter un appareil photo ou quand tu viens de le recevoir. Tout simplement, consulte le manuel pour savoir déjà dans un premier temps à quoi correspondent chaque bouton. Certains appareils vont avoir des fonctionnalités que d'autres ne vont pas avoir, donc ça peut être pas mal vraiment de te plonger dans le manuel, surtout que les manuels d'appareils photo argentiques sont pas du tout aussi complexes que les manuels d'appareils photo numériques où là tu as tout un tas de fonctions, tu peux faire de la vidéo, de la photo, bref, mettre des effets, des trucs comme ça. Là, sur un appareil photo argentique, pour le coup, c'est beaucoup plus succinct. Et lire le manuel avant d'aller acheter l'appareil photo que tu projettes d'acquérir, c'est intéressant parce que tu vas pouvoir vérifier au moment de l'achat quelles sont les fonctionnalités de l'appareil, si elles correspondent bien à ce que fait l'appareil nativement, et ça peut t'éviter globalement de te faire avoir. Les manuels numérisés sont facilement consultables sur internet avec une simple recherche Google comprenant le nom l'appareil plus le manuel, ou notice ou manual si tu cherches en anglais. Avant de charger la moindre pellicule dans ton appareil photo, je t'invite à tester toutes les fonctionnalités justement de l'appareil, mais à vide. Ça te permettra tout simplement d'identifier les problèmes que pourrait avoir ton appareil photo, tout en te laissant la possibilité d'ouvrir le dos de l'appareil photo, puisque tu n'as pas mis de pellicule dedans, et de vérifier par exemple si ton miroir s'est bloqué, ou si ton rideau s'est bloqué aussi, ça t'évitera de flinguer une pellicule. Alors l'idée de cette étape 2, c'est pas du tout de te détailler toutes les opérations qu'il faut que tu fasses, tous les tests, etc. Je t'ai mis une liste relativement exhaustive sur mon site, donc le lien est dans la description, je te laisserai aller voir. D'ailleurs, il y a un article complet qui décrit tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, mais de manière beaucoup plus poussée à l'écrit, comme ça, tu peux te poser avec ton appareil photo et faire les tests de ton côté, sans avoir à faire pause tout le temps sur une vidéo qui de toute façon serait trop longue. Mais j'avais quand même envie d'attirer ton attention sur 2-3 tests qui sont fondamentaux, on va dire, et qui reviennent tout le temps pour chaque appareil photo. Au niveau de l'optique, tu peux manipuler la bague de mise au point. Vérifier aussi les différentes valeurs de diaphragme et assure-toi qu'il n'y a pas de champignons dans ton optique au niveau des lentilles et des lamelles de diaph. Les manipulations doivent être fluides et ne pas présenter d'accroc ou de blocage. Au niveau du boîtier, tu peux ouvrir le dos, armer l'appareil et déclencher à plusieurs vitesses et voir si le rideau bouge correctement. Si à 1/500 de seconde et à 1 seconde, le rideau se déplace de la même manière, c'est que l'appareil a un souci. Vérifiez enfin l'étanchéité à la lumière de l'appareil. Elle peut se faire à 2 niveaux. Regarde d'abord l'état des mousses d'étanchéité. Si elles s'effritent, il faudra les remplacer. Le deuxième point où il faut vérifier l'étanchéité, c'est au niveau du rideau. Pour ce faire, tu armes le boîtier, t'enlèves l'optique, tu ouvres le dos et ensuite tu pointes l'appareil vers une source de lumière. Si tu ne vois pas de lumière traverser en regardant le rideau par derrière, c'est que l'étanchéité est bonne. Et avant de passer à l'étape 3, laisse-moi te dire 2 mots sur les workshops argentiques que j'organise à Nantes. Depuis quelques années maintenant, j'organise des workshops argentiques prise de vue, c'est-à-dire que j'emmène des gens avec moi shooter sur différentes thématiques. Donc ça peut être des workshops moyen format, des workshops à la chambre, des workshops sur une pellicule en particulier, et des workshops débutants. Si par exemple tu es complètement débutant en argentique et que tu tombes sur cette vidéo et que le contenu te plaît, la manière dont j'explique les choses te plaise, eh bien sache que c'est exactement la même chose dans les workshops où là je vais t'apprendre sur le workshop débutant à maîtriser ton appareil photo et à être capable d'être totalement autonome dans tes prises de vue, comprendre un petit peu la lumière, comprendre quels sont les réglages de ton appareil et vraiment te donner la maîtrise totale de ton appareil pour que tu puisses après t'éclater à faire des photos. Si jamais tout ça, ça t'intéresse, j'ai mis un lien dans la description où tu peux retrouver les différents workshops. Sache que le workshop débutant de mars 2024 est déjà complet, mais j'ai encore 2 dates de prévues en 2024 où il y a de la place, donc si jamais ça t'intéresse, le lien est en description. Lorsque tu souhaites tester un boîtier argentique, il vaut mieux dépenser très peu de sous dans sa pellicule, surtout si tu te rends compte qu'il y a un problème. Ces 5 dernières années, le prix des pellicules n'a pas cessé d'augmenter, et notamment au niveau des pellicules couleur, qui dépassent largement les 15 balles maintenant. Donc ne pense pas acheter une pellicule couleur exprès pour tester un appareil photo, ce serait une erreur. Donc moi ce que je te conseille, c'est déjà de partir sur du noir et blanc. Et l'avantage qu'on a en noir et blanc en argentique, c'est qu'il y a des prix élevés pour certaines pellicules noir et blanc, mais il y a aussi des prix qui sont relativement raisonnables, ou du moins on peut trouver des pellicules pour 5, 6, 7 euros maximum. Pour du test, c'est parfait. Du coup, je te propose cette liste de pellicules à petit budget. On a la FOMA que tu peux trouver en 100, 200 et 400 ISO, la Ilford FP4+, ou Ilford HP5+, la Rollei RPX 100 ou 400, la Campmerpan 100 ou 400, et enfin l'Agfa APX 100 ou 400.
Maintenant que je t'ai donné les références, laisse-moi te donner 2 conseils supplémentaires pour finalement choisir quelle pellicule tu vas utiliser pour ton test. La première chose, c'est d'utiliser des pellicules qui sont de 36 poses, plutôt t'orienter sur du 36 que du 24. Pourquoi? Parce que ça te permettra tout simplement d'avoir une pellicule avec plus d'images pour faire plus de tests. Donc à mon sens, une 36 poses, c'est plus intéressant. Le deuxième conseil, c'est sur le choix de la sensibilité de ta pellicule. Si jamais tu sais que tu fais des tests globalement dans un endroit où il va faire beau, je sais pas, tu habites dans le sud par exemple, et globalement il fait beau tous les jours, et ben dans ces cas-là, pars plutôt sur du 100 ISO, tu vas tester ton appareil photo en journée, c'est cool. Par contre, si tu habites à un autre endroit où il fait peut-être un petit peu plus moche, où tu sais que par exemple tu vas pas pouvoir tester ta pellicule en journée, mais plutôt en soirée où il y a un peu moins de lumière, et ben n'hésite pas à prendre du 400 ISO par exemple, tu auras beaucoup plus de latitude pour exposer tes images, tu auras un peu plus de lumière disponible et ça sera plus facile pour toi. Du coup, si je devais conclure un petit peu cette partie, je te dirais de partir soit sur de la FOMA, soit sur de la Campmer ou alors de l'APX. La relais, je la connais pas assez, donc tu pourrais partir là-dessus en soi. Et les FP4, HP5, je sais que leur prix a un petit peu augmenté quand même, donc ça fait plutôt partie des pellicules un petit peu plus chères de cette sélection. Donc voilà, l'APX, la Campmer et la FOMA, t'auras pas de souci. Il ne te reste plus qu'à bien charger ta pellicule dans ton appareil, j'en ai fait une vidéo que je t'ai mise juste ici en fiche si tu ne sais pas comment faire. Maintenant que ta pellicule est correctement chargée dans ton appareil photo, tu vas pouvoir commencer les tests. Alors bien sûr, tu pourrais totalement partir sur du test sauvage, entre guillemets, à prendre un petit peu tout et n'importe quoi et regarder ce que ça donne. Ça peut fonctionner, mais ce que je te conseille, c'est de faire un test un petit peu méthodique, on va dire, et le plus efficace possible pour vraiment tester une grande palette de choses sur ton appareil photo. Pour avoir accès à la liste complète des choses et des tests que je te conseille de faire, encore une fois, je te redirige vers l'article que j'ai écrit en lien avec cette vidéo, comme ça, tu auras vraiment toutes les étapes et tous les tests que tu peux faire sur ton appareil photo. Mais de la même manière que pour l'étape 2, je vais quand même m'attarder sur quelques petites choses et quelques conseils que je peux te donner quand tu vas faire ces fameux tests avec ta pellicule. Tout d'abord, et ça j'insiste vraiment dessus, il faut que tu notes tes réglages. Tu ne peux pas faire de test sans noter tes réglages, c'est pas possible, tu peux pas te souvenir de tous les réglages que tu as fait sur chacune des photos. Donc vraiment, c'est peut-être un petit peu pesant, c'est peut-être un petit peu chiant, c'est pas très fluide dans la manière de prendre des photos, mais vraiment quand tu fais du test, c'est pas mal d'avoir ces réglages. Tu peux aussi les prendre en photo, c'est tout bête, mais tu peux prendre ton appareil photo, tu fais une photo et hop, tu prends avec ton téléphone le réglage que tu as mis dessus, l'ouverture et la vitesse, et ça suffit en général. Donc tu peux le faire de manière assez fluide comme ça, mais encore une fois, c'est très important de noter tes réglages. Un des tests sur lesquels je m'attarde beaucoup dans l'article, c'est le test des vitesses de ton boîtier. C'est important de tester les vitesses de son appareil photo pour la simple et bonne raison que c'est en général du matériel un petit peu ancien qui n'a pas forcément été révisé, et donc la mécanique à l'intérieur, elle peut être fatiguée. Et du coup, sur des vitesses un petit peu extrêmes, comme le 500e, le millième ou des vitesses assez basses, du coup la mécanique, les graisses, les lubrifiants à l'intérieur, ils sont plus aussi frais et du coup voilà, ça peut te donner des résultats qui sont faussés, voire pas fonctionner du tout. L'idéal pour ce test, c'est donc de se mettre devant un sujet qui est éclairé toujours de la même manière, qui ne va pas bouger et sur lequel tu vas pouvoir faire varier tes vitesses et compenser avec tes ouvertures pour avoir toujours la même exposition. Et si tu te rends compte sur la série d'images que tu as pris à la même exposition, tu as des photos qui sont plus claires ou plus sombres, et bien du coup tu peux incriminer potentiellement les vitesses. Ça peut aussi venir du diaphragme, c'est pour ça que c'est important aussi de tester le diaphragme, l'ouverture de ton appareil photo, qui des fois les lamelles peuvent être aussi un petit peu fatiguées. Un autre test que tu peux réaliser pendant que tu as une pellicule faite pour ça dans ton appareil photo, c'est de tester la cellule interne de ton boîtier. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne une cellule, etc. Je te laisse te référer au manuel de ton appareil photo. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est que sur, on va dire, 5-6 photos, tu vas te fier à la cellule de ton appareil photo et tu vas voir si globalement les résultats sont satisfaisants ou pas quand tu suis les réglages que ton appareil photo t'indique. Tu peux aussi regarder sans forcément faire de photos, en prenant par exemple une application sur ton smartphone, tu vises la même chose, la même scène avec ton smartphone et avec ton appareil photo, et si jamais tu te rends compte que les résultats sont différents, ça peut te mettre la puce à l'oreille sur le fait que la cellule ne marche pas forcément très bien. Et enfin, un autre test sur lequel je voulais m'attarder un petit peu, c'est le test de la mise au point, la distance de mise au point. Sur les objectifs, il y a toujours une distance de mise au point qui t'indique en gros, si ton sujet il est à 1 mètre, il sera net à 1 mètre. S'il est à 2 mètres, faut que tu règles ton objectif pour qu'il soit net à 2 mètres. Et tout ça, ces tests-là, tu peux les faire. Ça va te permettre en fait de tester si l'objectif il est bien calibré, si la mise au point est bonne et se fait au bon endroit. Tu peux faire comme ça jusqu'à l'infini. Donc en gros, c'est quand le sujet est à plus de 10 ou 20 mètres. Quand tu fais la mise au point à l'infini, ton sujet il doit être net à l'infini. Et si à différentes échelles de distance, tu te rends compte qu'en fait c'est cohérent, il n'y a pas de souci avec ton objectif.
Ah oui, et je te conseille aussi de faire cette mise au point avec une ouverture relativement élevée. Essaye d'aller à l'ouverture maximale de ton boîtier, mais de pas dépasser les f2.8, f4 non plus, parce que sinon ça peut être difficile de faire une mise au point quand tu as des ouvertures pareilles. Mais l'avantage d'avoir une grande ouverture, c'est que ça va vraiment te permettre de savoir où tu as fait le point, parce que si jamais tu fais tes tests de mise au point à f16 ou f22, en fait la profondeur de champ elle est assez importante et du coup tu ne te rendras pas forcément compte si ta mise au point sur ton boîtier est juste ou pas. Une fois que tu as fait tous tes tests et que la pellicule est terminée, tu peux aller la déposer dans un laboratoire professionnel qui va te développer et scanner tes pellicules que tu pourras analyser par la suite. C'est la dernière étape. Dernière étape la plus importante, une fois que tu auras récupéré les négatifs de ton labo, avant de regarder les scans ou quoi que ce soit, déjà regarde le support, regarde le négatif. Tu peux prendre les différentes bandes de négatifs qui sont dans un feuillet de classement et tu peux regarder simplement à la fenêtre ou alors devant un écran blanc d'ordinateur ou alors tu peux même investir dans une petite tablette lumineuse qui te permet de vraiment regarder en détail tes négatifs. Mais commence déjà par regarder le négatif, ça te donnera une idée déjà si tu n'as pas par exemple des chevauchements sur tes différentes vues, regarder si tu n'as pas de rayures par exemple ou de choses comme ça. Ensuite je t'invite à regarder tes images scannées une par une et regarder si tu as des soucis, si tu as des images qui ressortent pas comme elles auraient dû ressortir, qui sont trop foncées, trop claires, etc. Et pour t'aider à analyser ces différentes problématiques, je t'ai mis un tableau que tu vois ici affiché à l'écran et que tu retrouves bien sûr dans l'article dont je te parle depuis le début de la vidéo, qui va te permettre de comprendre, voilà, je constate ça sur ma photo, quelles sont les causes possibles, et après toi tu peux réfléchir au moment de la prise de vue ou en regardant les réglages que tu as notés sur ton appareil, quelle peut être la cause probable du problème. Bref, je t'invite à regarder ce tableau en détail, il y a quand même pas mal d'informations à l'intérieur qui peuvent réellement t'aider à bien analyser tes images. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre un peu mieux comment tester ton appareil photo. Et si jamais tu as réalisé tous ces tests et que tu penses que ton appareil photo a besoin d'une révision, je t'invite à contacter Thibaut, j'ai mis son lien et ses contacts dans la description. C'est quelqu'un qui répare des appareils photo et à qui j'ai confié certains de mes boîtiers et qui a toujours fait du super travail, donc je le recommande et voilà, tu peux lui dire que tu viens de ma part, ça fera rien de spécial, juste il sera content. Voilà. En attendant, moi je te dis à la prochaine et surtout,